Alors, c'est vrai que c'est une excellente idée de Nicolas qui a parlé d'une présentation qui analyse un sujet de votation prochaine. C'est tout l'intérêt de cette conférence. Comme vous le savez, le 8 mars, on va voter sur l'initiative populaire Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets. Et on va aussi voter sur le contre-projet direct du Conseil fédéral, l'arrêté fédéral sur la monnaie suisse et l'approvisionnement en numéraire. Alors on va voir la différence entre les deux. Je pense que vous avez tous déjà une idée dont on va pouvoir débattre ensuite, mais ça ouvre toute une discussion sur c'est quoi l'argent liquide, pourquoi on défendrait l'idée de pouvoir continuer à l'utiliser, d'avoir toujours le droit de s'en servir, et qu'est-ce que ça dit sur notre rapport en tant que citoyen avec l'État. Alors déjà, récapitulons un petit peu, je pense que tout le monde a déjà bien lu tout ça. L'initiative, elle vise à inscrire dans la Constitution la disponibilité de l'argent liquide et du franc en tant que monnaie suisse. Tout ce qui importe ici, c'est la formulation. Donc, l'idée, c'est d'inscrire dans la Constitution les deux phrases suivantes. La Confédération veille à ce que pièces de monnaie ou billets de banque soient toujours disponibles en quantité suffisante. Ça a le mérite de la clarté. On verra que ce n'est pas la même chose pour le contre-projet. Ensuite, tout projet de remplacement du franc est soumis au vote du peuple et des cantons. Très bien, ça c'est l'initiative. Ensuite, que dit le contre-projet? Lui, il exprime en deux phrases aussi ce qu'il faudrait introduire dans la Constitution. Donc, il prétend que ça revient tout à fait au même et surtout que c'est déjà ce que dit la loi. Donc, il nous dit la monnaie suisse est le franc. La Banque nationale suisse assure l'approvisionnement en numéraire. Donc, déjà là, vous voyez la différence entre la BNS assure l'approvisionnement et ici la Confédération assure l'approvisionnement. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres différences encore entre l'initiative et le contre-projet. Alors, moi, je me base sur les critiques des initiants que je trouve tout à fait pertinentes. Donc, pour eux, le contre-projet confère à la BNS des pouvoirs que l'initiative, elle confère à la Confédération, c'est-à-dire au peuple et au Parlement. Le contre-projet parle de numéraire. Or, le mot numéraire, c'est pas la même chose que les pièces de monnaie ou billets. Parce que pièces de monnaie ou billets, c'est assez précis et ça peut pas être compris autrement. Mais numéraire, c'est un terme assez abstrait qui veut dire argent liquide, mais qui peut évoluer vers, comme le cash par exemple. Maintenant, on parle de cash digital. Eh ben, le numéraire digital peut un jour exister. Donc, sa définition peut englober la monnaie numérique. Voilà. Donc, troisième problème, il change le texte de la loi sur laquelle il prétend se baser. Ce n'est pas le même texte. Donc les initiants ont eu la bonne idée d'aller vérifier et il s'avère que le projet, c'est la monnaie suisse et le franc, alors que dans l'article de loi, l'unité monétaire suisse est le franc. Ce n'est pas la même chose, la monnaie et l'unité monétaire. Voilà. L'unité monétaire, c'est le standard qui est inscrit dans les lois et les constitutions des autres pays, mais la monnaie, c'est un terme trop vague, trop abstrait et de nouveau pas forcément tangible. Donc, pourquoi reprendre les termes de façon plus vague, plus floue? Ça doit être toujours pour permettre une latitude d'action dont on ne veut pas. Si on est citoyen et qu'on tient aux pièces et aux billets, et au franc suisse avec ses unités en tant qu'unité monétaire, on veut garder exactement la formulation de la loi parce qu'elle est là pour une raison. Ensuite, les risques, c'est quoi si c'est la BNS et pas la Confédération qui a le pouvoir d'approvisionner en monnaie liquide? Le risque, c'est que si le Parlement, une fois, demande par exemple aux banques de maintenir un réseau de distributeurs de billets minimal, eh ben, le Parlement, il n'aura plus le pouvoir d'exiger ça, parce que ce pouvoir, il aura été octroyé à la BNS dans le contre-projet. Donc,
les banques pourront challenger cette demande au tribunal fédéral et dire que c'est pas le rôle du Parlement, mais de la BNS de gérer l'approvisionnement en liquide. Or, c'est vrai que la BNS, elle n'est pas élue, elle ne peut pas édicter de loi, et donc elle ne peut pas en réalité garantir le maintien de billets. On ne peut pas être sûr de ça. Voilà, c'est un organe qui n'est pas élu, c'est prendre un risque de lui confier ça, comme d'ailleurs aujourd'hui. Si on parle des distributions de la BNS, bah, la population suisse ne peut pas se prononcer sur les distributions annuelles que fait la BNS avec l'argent qu'elle génère en bourse sur ses placements de devises, qui sont parfois énormes, et puis elle décide de ne rien distribuer au canton et à la Confédération. Et donc elle thésaurise beaucoup, et puis une étude a été faite qui a prouvé qu'elle distribue 2 fois moins qu'il y a 10 ans. Mais on ne sait pas pourquoi. Mais on n'a pas notre mot à dire dessus parce que tel est le fonctionnement de la BNS. Voilà. C'est pas démocratique. En réalité, la digitalisation, elle s'est accélérée. Surtout en Suisse. La Suisse est un des pays où l'emploi de monnaie numérique est le plus avancé de tous les pays européens, avec certains pays scandinaves. Et ça, il faut le savoir, parce que cette votation ici, elle a un enjeu particulier. C'est ici en Suisse que la monnaie billets, papier, etc. pourrait disparaître en premier dans toute l'Europe. Les billets de banque, on a dit qu'ils étaient des vecteurs de transmission du virus, du Covid, et donc on s'est mis à encourager l'usage de paiements par carte, par Twint, etc., par une dématérialisation toujours plus forte de tous ces paiements. Et ça a pris un énorme coup d'accélérateur en Suisse, au point qu'il y a des magasins maintenant qui sont cashless et des événements qui sont cashless. C'est-à-dire que vous arrivez avec des billets, on vous dit on n'accepte pas les billets, vous êtes obligé de régler par carte ou autre moyen électronique. Voilà, ça c'est la situation au moment où cette initiative a été déposée en 2023. Donc des gens ont commencé à s'alarmer de cette situation. La vérité, c'est que la tendance, elle progressait déjà bien avant le Covid-19. Par exemple, avec l'essor de crypto-monnaies comme le Bitcoin, on s'est mis à rêver de monnaies complètement dématérialisées. Je sais que c'était un idéal, peut-être même pour certains d'entre vous, la crypto-monnaie reste une idée utopique, idéale, etc. Mais elle renferme beaucoup de pièges. On va en parler en détail dans un petit moment. En tout cas, avec le Bitcoin, les jeunes générations ont sauté dans un concept de possession matérielle qui est en fait pas matérielle, qui est virtuelle. Et on a eu énormément de débats d'ailleurs avec des bitcoiners fanatisés, hein, comme il y a pu en avoir, qu'on appelait des bitcoiners maximalistes, qui étaient très pro-bitcoin et autres. Et on essayait de leur dire oui, mais c'est pas, si on compare le bitcoin et l'or, par exemple, c'est pas comparable. Eux, ils nous expliquaient que l'or c'était un caillou qui ne valait absolument rien. Moi, j'expliquais que les crypto-monnaies sans connexion Internet, ça ne vaut absolument rien, ça pulvérise tous vos avoirs, toutes vos possessions. Et surtout, les promesses de ces crypto-monnaies, en termes de transparence, par exemple, de traçabilité, sont complètement fallacieuses. Donc ça aussi, on pourra le voir en détail dans un petit moment. Mais toujours est-il que c'est aussi les banques centrales qui avaient le plus d'intérêt à ce qu'on dématérialise la monnaie. Parce que pour les banques centrales, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et elles aimeraient créer en fait un pendant des crypto-monnaies décentralisées. C'est-à-dire, elles aimeraient créer des crypto-monnaies centralisées. Par exemple, un franc suisse, un crypto-franc suisse centralisé, contrôlé par l'État, auquel nous, on a bien sûr accès, mais sans qu'on n'ait plus jamais accès à des billets de banque, qu'on ait des wallets, des porte-monnaies électroniques, de ce cash digital, et qu'on n'ait plus jamais à utiliser de billets, parce que les billets, beaucoup de choses passent par les billets, y compris des activités illicites, de l'économie au black, etc. Et pour tout le monde, ça serait, pour les autorités surtout, ça serait très avantageux de pouvoir se passer de tout ce problème et de transformer toute la monnaie nationale en monnaie digitale. Donc il y a une vraie poussée pour digitaliser les monnaies, mais qui viennent surtout des autorités, pas vraiment des citoyens, très peu. Ou alors de jeunes générations qui ne sont pas conscientes de ce qu'elles perdent. Mais
Dans tous les cas, c'est vraiment les banques centrales et les gouvernements qui sont les premiers intéressés à cette disparition de la monnaie. Aussi certains commerces, en tant que commerce, mais pas en tant que citoyen en tout cas. Et donc voilà, déjà pour les banques centrales, une fois que vous introduisez un franc suisse digital, vous éradiquez le risque que les crypto-monnaies offshore, enfin décentralisées, remplacent un jour les monnaies officielles. C'est une grande angoisse pour les gouvernements. Mais ça, c'est leurs enjeux à eux, c'est leurs intérêts de se protéger, d'avoir toujours le contrôle de la monnaie légale qui est en vigueur. Maintenant, on a vu très rapidement reculer les paiements par billet et augmenter très très vite les paiements réglés par... Non, là c'est ce que je voulais dire, c'était les paiements réglés par billet. Ne regardez pas le carte là-haut. J'ai fait une erreur, je voulais dire par argent liquide. On est passé de 7 sur 10 en 2017 à 4 sur 10 en 2022. 2024, on était à 3 sur 10. 2025, si on se dit que beaucoup d'achats se font en ligne, eh bien, on est à 2,7 sur 10 au total, tout inclus. Et vraiment, c'est dans des cas où le liquide est presque obligatoire, disons, est presque incontournable. Mais c'est très, très rapidement en train de disparaître là. On vit une véritable accélération et c'est un peu moins une, finalement, pour voter l'initiative du 8 mars, en réalité. Alors voilà un graphique qui montre à quel point le recours au cash devient minoritaire en Suisse, parce que tout ce qui est en rouge, orange, c'est des paiements électroniques. Si on regarde par nombre de transactions, la part dans le nombre de transactions de ces paiements par carte de crédit et application, on est sur des valeurs très très élevées. Très élevées. Ouais. En 2024, c'est vraiment les 3/4 des paiements. Là, on voit que c'est fait par des moyens. Le numéraire, je m'excuse, je suis pas claire. Le rouge foncé, le brun là, ça c'est la part liquide qui tombe à 30%. Et donc, en 2024, on est à 70% de paiement par voie électronique. Vous voyez l'accélération quand même. En 2017, c'était il n'y a pas si longtemps, il y avait 72% de paiement en liquide en Suisse. Mais c'est le saut de génération qui a fait ce gros changement. Je compare maintenant avec l'Europe où le cash reste à 52%. Parce que c'est vrai qu'on a des populations qui sont un peu plus peut-être traditionnelles que les villes suisses, les campagnes aussi, mais aussi des économies officieuses au noir, au black, voilà, qui encouragent l'utilisation de cash. Ça peut être pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais disons que le cash circule beaucoup plus encore en Europe. Si on compare la Suisse maintenant avec tous les pays européens, on trouve que c'est là où on paye le moins en liquide après les Pays-Bas et la Finlande. Et que les apps de paiement en Suisse, c'est une transaction sur 5. Ça classe la Suisse deuxième après les Pays-Bas seulement. Alors, qui d'entre vous utilise des apps de paiement comme Twint, par exemple? Ah bah ici, on n'est pas à la majorité. Hein. Oui, mais bon, vous utilisez des cartes de crédit, PayPal peut-être. PayPal, non? Oui, si quand même. Non. D'accord. PayPal, oui, bien sûr. Ne serait-ce que parce que voilà, les achats en ligne deviennent un mode de vie très répandu et puis c'est la norme. Alors, mettons maintenant quelques réponses que vous avez déjà trouvées largement. Bon, les avantages, on peut être gentil quand même et voir quelques avantages. Confort, efficacité, on en fait tous l'expérience tous les jours. Hein, c'est rapide, c'est vite oublié, on gagne du temps. On est moins risque de vol, voilà. Pardon? Ça dépend pas de qui. C'est juste, mais exact, parce que le piratage est un énorme, bien sûr, est un énorme problème, mais le traditionnel vol de porte-monnaie, je veux dire, voilà.
Voilà, ça c'est des avantages qui sont tous potentiellement discutables, c'est de la théorie évidemment. On va voir aussi toutes les limites de ces avantages. Maintenant, les inconvénients, je dirais, ils sont plus réels. C'est des vraies pertes de prérogatives qu'on avait sur notre sphère privée déjà. On a toute notre vie qui est recensée sur le digital, que ce soit effectivement l'activité des cartes de crédit, des applications de paiement, des plateformes, etc. Beaucoup de gens sont rassurés de pouvoir thésauriser 1000 francs, des billets de 1000 francs sous le matelas. En Suisse, c'est connu. La majorité des billets de 1000 francs en circulation ne sont pas en circulation. Ils sont quelque part et on sait que beaucoup de Suisses, mais probablement de bien plus de 50 ans, les conservent dans des coffres. Eh bien ça, ce sera fini. Il n'y aura pas ce petit bas de laine que si le monde s'écroule, on aura quelque chose entre les mains pour échanger contre d'autres marchandises le cas échéant. Donc ça, c'était aussi pour ça que les gens thésaurisaient des lingots d'or, des pièces d'or, des vremli, des choses comme ça. Tout ça, ça deviendra beaucoup moins possible. Mais surtout, on va se retrouver dans une situation où il suffit qu'il n'y ait pas d'informatique, qu'il y ait une panne informatique, qu'il y ait un Wi-Fi qui n'existe plus, un problème de coupure d'électricité ou un piratage massif et notre argent il est pulvérisé, nos avoirs n'existent pas. C'est la technodépendance à l'argent numérique qui pose un problème fondamental. Moi, j'ai débattu des millions d'heures sur Twitter avec des jeunes, comme je vous disais, fanatiques des crypto-monnaies sur ce sujet. J'ai jamais eu de réponse valable. Comment on fait quand on n'a pas d'accès à nos ressources finalement parce que il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, des jeunes générations ne peuvent pas imaginer de tels scénarios. C'est pas dans leur scénario de risque. Leur cerveau ne peut pas concevoir, comme ils sont nés avec du Wi-Fi, avec de l'électricité en abondance, ils ne peuvent pas imaginer ce cas de figure. Mais des gens de génération d'avant qui connaissent la possession tangible de biens physiques tels que des billets, des pièces, des lingots d'or, de l'immobilier, des choses tangibles, ils ont cette notion et ils comprennent que quand on passe dans cette virtualisation et dématérialisation de l'argent, eh bien, il y a une étape de confiance de plus qu'il faut faire dans des systèmes électriques, informatiques, de télécommunications, etc. Mais tout ça, c'est pas acquis. Prenons le cas de l'Iran. L'Iran, c'était un pays où on disait beaucoup que les crypto-monnaies allaient y faire des miracles parce qu'on allait pouvoir transférer des fonds pour les gens qui veulent avoir accès à des produits à l'étranger ou des communications avec l'étranger, organiser même des manifs, etc. Grâce à des VPN, grâce à des systèmes comme Starlink, par exemple, qui auraient dû être la solution miracle. Hein, parce que là-bas, c'est un pays où le gouvernement peut couper Internet. Ça, c'est quelque chose que nous, on ne connaît pas. Tout d'un coup, il n'y a plus accès à rien du tout. Votre écran est noir. Vous n'avez plus de connexion, vous n'avez plus Internet. Bon, Starlink est arrivé là par miracle. Ils ont réussi à s'infiltrer et avoir installé plusieurs antennes dans plein de quartiers de Téhéran, par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que les Iraniens, aidés par des technologies russes et chinoises, créent des brouilleurs hyper efficaces de Starlink. À partir de ce moment-là, les manifs dont on a entendu parler qui battaient leur plein il y a à peine quelques semaines, elles s'arrêtent maintenant. Parce qu'on est vraiment challengé par des technologies adverses qui peuvent tout arrêter. On ne peut pas compter à 100% sur un Starlink. On ne peut pas compter sur même une connexion ici chez nous en tout temps, de toute manière, etc. Une guerre, quoi que ce soit, peut tout d'un coup menacer tout ça. Et à ce moment-là, où seront nos possessions véritables, nos avoirs? Est-ce qu'on les aura à portée de main? C'est vraiment une vraie question. Et les gens qui pensent aux pièces et aux billets, ils pensent aussi à ça. C'est au concept de véritable propriété des biens. Sachant que déjà les billets et les pièces, ce n'était pas une vraie propriété, mais une promesse de propriété quand ils ont été inventés. C'était un gage pour que vous alliez à la banque récupérer vos biens, par exemple de l'or ou d'autres biens. Aujourd'hui, même les pièces et billets, on vous demande de ne plus les avoir et de faire confiance à des chiffres affichés sur des écrans, des séries alphanumériques comme ça affichées sur des écrans, et on vous dit ça c'est votre compte et là-dessus il y a tant. Mais vous n'avez pas moyen
Le jour où ça disparaît, où ça s'éteint, où vous n'avez plus de clés pour les crypto-monnaies parce qu'il y a des clés très complexes pour accéder à ces comptes, vous l'oubliez, c'est arrivé à plein de gens d'ailleurs, vous n'arrivez plus à accéder à vos comptes. Donc voilà. Et j'ajoute les intérêts négatifs et les frais qui existent aussi sont des inconvénients pour la monnaie électronique, fiduciaire, pour la monnaie bancaire, pour la monnaie virtuelle. Les frais, on a parlé de ces frais de transaction. Ils sont quand même c'est beaucoup plus cher de transacter virtuellement en réalité que de sortir juste un billet. Voilà. Alors, d'un côté, on a des avantages pratiques et de l'autre, on a des inconvénients bel et bien existentiels. En fait, c'est ça le problème. C'est que pour des avantages pratiques à court terme et de pur confort, on pourrait abandonner d'autres avantages qui étaient ceux de la propriété de papier, de vraie sécurité, de vraie détention d'avoirs physiques, matériels, qui sont inaliénables. Aujourd'hui, on part vers des avoirs qui sont aliénables, qui ne sont pas garantis en tout temps de nous être restitués. Voilà. C'était déjà le cas avec l'argent bancaire. L'argent bancaire, il est totalement électronique depuis très longtemps, mais au moins, vous avez une banque qui est une sorte d'adresse où quelqu'un est responsable, un intermédiaire est responsable de vous donner accès à vos biens. Vous pouvez aller prouver avec des relevés bancaires que vous possédez ces choses-là. Les comptes sur des plateformes décentralisées de crypto-monnaies, on est sur quelque chose d'encore plus difficile à réclamer quand tout va mal. Quand tout va bien, c'est parfait, mais ce n'est pas prévu pour quand tout va mal. Là, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, la mauvaise nouvelle aussi, pour moi, c'est l'argument le plus essentiel pour voter pour le maintien de l'argent liquide, c'est qu'en réalité, l'opacité, elle est à la fois celle de l'argent papier qui peut circuler dans des valises, etc., mais elle est aussi celle des sociétés écrans. Les sociétés écrans, ça ne dépend ni d'argent liquide ni d'argent virtuel, c'est dans tous les cas, ça existe. Une société écran que vous créez offshore, ça veut dire dans une île transfrontalière quelque part dans le monde, c'est une structure derrière laquelle le nom de l'ayant droit économique, du bénéficiaire ultime, ce nom, il n'est pas divulgué. Donc les sociétés à écran existent toujours, elles se portent à merveille. C'est les juridictions anglo-saxonnes qui autorisent la création de corporations et d'entités comme ça qu'on peut appeler des sociétés à écran. Et c'est avec ça qu'on fait les transactions opaques. Et les transactions, après, qu'on les fasse sur de l'électronique ou sur du papier, c'est pas très important parce que l'identité de celui qui transacte, elle n'est pas connue. Voilà, c'est là où se niche vraiment l'opacité. Et ça, c'est très mal compris. Parce qu'on va dire, ah oui, les billets de banque, ça permet l'anonymat. Non, c'est pas que les billets de banque qui permettent l'anonymat. L'anonymat, il peut être permis avec des comptes bancaires ouverts au nom de sociétés écrans. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que le digital ne peut pas éliminer cette opacité-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup expliquer parce que ça va au-delà de la nature digitale ou matérielle du paiement, du moyen de paiement. Encore un petit mot sur les crypto-monnaies. Je crois qu'on a déjà dit beaucoup de choses, mais quand je dis que des affaires d'opacité peuvent passer aussi par le digital, eh ben les cryptos sont le meilleur exemple. En fait, les plateformes de crypto-monnaies ont vu passer des énormes masses de blanchiment d'argent parce que quand vous enregistrez votre transaction sur une blockchain, sur une plateforme de Bitcoin par exemple, eh bien, c'est vrai, il y a énormément d'informations, l'heure, l'adresse, le numéro du compte, etc. Mais finalement, on n'est pas sûr de pouvoir identifier qui est derrière le compte. Et dans plein de cas, on n'arrive pas à l'identifier et c'est Interpol et FedPol et tout ça qui doivent enquêter et recouper les informations pour trouver qui est derrière un ou plusieurs comptes, qui les contrôle. Donc, toute l'idée de la transparence de ces transactions n'est pas réelle.
elle n'est pas réelle, mais c'était surtout un énorme, énorme argument marketing pour promouvoir les crypto-monnaies, quand elles étaient hyper à la mode. Maintenant, un petit parallèle avec la fin du secret bancaire suisse, parce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes. Le secret bancaire, vous et moi, on n'était pas forcément concernés, ça concernait les grandes fortunes, les gens qui étaient en gestion de fortune dans les banques, mais toujours est-il que ça offrait une confidentialité aux comptes qui étaient gérés en Suisse. Pas n'importe qui pouvait téléphoner à la banque et demander des informations sur le détenteur d'un compte. Voilà. Ça, c'était un peu la culture suisse qui a été finalement très décriée. Mais ces comptes-là, c'était pas les pires en fait. C'était des comptes nominatifs, ouverts au nom d'un médecin français ou d'un ingénieur allemand ou ce que vous voulez, mais c'était pas les plus gros. Et ceux-là, ils venaient en Suisse pour bénéficier d'une certaine protection vis-à-vis de leurs États. Alors évidemment, ils en profitaient pour évader le fisc, évidemment que c'est pas terrible. Il y avait des activités peut-être frauduleuses, quelques détournements, quelques pots de vin. C'est vrai que ça favorisait ce genre d'activité et c'est pour ça qu'on ne peut pas défendre le secret bancaire comme une institution vertueuse. Mais on va dire que ça a été aboli pour les mauvaises raisons. Ça n'a pas été aboli pour réduire l'opacité dans le monde et pour augmenter la transparence. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu quand le secret bancaire a été aboli en 2009 ? On a entendu que c'était l'ère de la nouvelle transparence. Tous les États allaient s'échanger des informations, plus aucun citoyen n'allait pouvoir aller à côté, ouvrir un compte dans un autre pays, en cachette, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui sait qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après la fin du secret bancaire suisse ? Est-ce qu'on est rentré dans un monde de transparence parfaite, où les échanges d'informations entre États étaient impeccables et où tout était connu, recensé, tracé. C'est parti dans les offshore avec les sociétés écrans, tout ça. Un peu boomé là. L'industrie offshore a explosé. Explosé, c'est-à-dire que moi j'ai des cabinets d'avocats, des études d'avocats à Genève, qui ont commencé à conseiller massivement à leurs clients, y compris suisses d'ailleurs, de convertir leurs comptes en comptes de société pour l'opacité et de les transférer, par exemple, dans le Wyoming, par exemple, et dans le Dakota du Sud. Dakota du Sud qui a, tout d'un coup, la place financière suisse, elle a vu 400 milliards d'avoirs disparaître, et on a vu 400 milliards d'avoirs apparaître dans le Dakota du Sud. C'était peut-être pas un pour un, complètement lié, mais dans les 10 années, les 400 milliards d'avoirs privés gérés en Suisse qui sont tombés, on a vu le Dakota du Sud émerger comme une énorme juridiction de trust offshore discrétionnaire et inconditionnel qui était opaque, fait de la bonne manière pour qu'on puisse jamais identifier le bénéficiaire ultime, parce que c'est eux aujourd'hui, ces juridictions-là, qui ont les structures de la confidentialité. Et donc voilà, le secret bancaire a laissé la place à d'autres moyens d'opacité. C'est pour ça que je fais le parallèle avec la fin de l'argent liquide, qui laissera la place simplement à des moyens très sophistiqués et électroniques d'opacité. Donc si c'était pour ça, j'ai envie de dire, c'est raté. On ne vaincra pas l'opacité avec ça. C'est très important de le dire et de le savoir. L'IBS, elle a aussi bien organisé dans les offshore, qu'il y a eu le secret bancaire. Bien sûr. C'est pas la seule banque. J'ai une connaissance qui est restée un week-end entier chez BNP Paribas, à l'époque, c'était 2007 d'ailleurs, ça avait commencé, 2008, pour organiser la conversion de centaines et de centaines de comptes de privés en comptes de BVI, ça veut dire British Virgin Islands, voilà, les îles Vierges britanniques. Et toutes ces sociétés BVI ont été créées pour très vite transférer les avoirs. Mais durant tout un week-end, avec des sandwichs comme ça, ils ont fait ça. Ça, c'était... oui, parce qu'ils ont tout de suite compris où est-ce qu'on pouvait aller vraiment planquer ces avoirs. Donc, il existera toujours des voies pour l'opacité. Peut-être la seule différence maintenant, c'est que c'est pour des sommes beaucoup plus grandes qu'avant. C'est-à-dire que l'évasion fiscale ou la minimisation fiscale, maintenant, elle est offerte à des grandes fortunes et son coût d'entrée est devenu très élevé, mais ça existe bel et bien et c'est parfaitement étanche et insubmersible. Aucun État ne peut challenger ça. Personne, aucun, disons, fiscaliste, d'État
agent de l'État ne peut démonter la structure dans le sens de retrouver qui est derrière. Ça devient très 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 difficile. Il faudrait qu'ils engagent des armées d'avocats qui soient aussi bien payés que dans le privé et qui travaillent d'arrache-pied. Et est-ce que ce qu'ils récupéreraient compenserait le coût qu'ils auraient engagé? C'est pas sûr. Donc les États sont un petit peu en échec face à cette évasion très 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 de très très haut niveau. Donc voilà, c'est ça l'histoire. Et en 2 mots, on parle ici de structure qui se base sur un principe fondamental qui est celui du dessaisissement. Ça veut dire que vous possédez une fortune de 100 millions, vous créez une structure à laquelle vous donnez, vous faites une donation de ces 100 millions. À partir de ce moment-là, vous-même, vous n'êtes plus taxable. Aucun fisc d'aucun pays ne peut venir vous taxer sur ces 100 millions parce que vous ne les possédez pas. Le pendant de ça, c'est que vous n'avez plus le contrôle de votre fortune. Mais évidemment que ces structures vous offrent des portes d'entrée très subtiles pour aller quand même contrôler cette fortune en catimini, et c'est dans les petites clauses que les États et les fiscs des différents États ne verront pas forcément et pas tout de suite. Et donc, vous gardez quand même le contrôle sur la fortune sur laquelle vous n'êtes pas taxable. Et ça, si c'est pas merveilleux, n'est-ce pas? Donc, c'est très... Pardon? Bill Gates, Par exemple. oui, Ça, parce que toutes ces... une entreprise. Alors, la fondation Gates, certainement, elle est évidemment défiscalisée à 50%, et puis même à 75%, je crois, aux États-Unis. Et puis, surtout, ils vont tous se replacer dans des États où il n'y a pas de revenu, d'imposition du revenu de la personne physique, par exemple le Texas et la Floride, alors que la Californie a imposé la personne physique. Alors, il y a 10 000 façons aussi d'échapper à la taxation. Finalement, que ce soit le secret bancaire ou le cash, on va trouver surtout dans ces nouveaux systèmes des moyens de contrôler les activités de citoyens qui sont pas eux-mêmes les plus problématiques. C'est des gens qui vivent ici, qui payent leurs impôts ici, qui n'ont pas beaucoup de moyens d'échapper au contrôle de leurs autorités, qui peuvent être des jeunes qui se soucient pas de fournir leurs données en abondance. Donc ceux-là, ils vont peut-être accepter d'avoir plus accès à de l'argent liquide, mais d'autres qui veulent vraiment préserver des libertés, une sphère privée, pour qui ça c'est une valeur cardinale, qui connaissent le sens de ces mots-là, eh ben, ils vont agir, par exemple comme l'initiative, là, que j'estime que c'est ça, vraiment sa démarche, pour préserver cette souveraineté de citoyens sur nos avoirs personnels. Voilà. Je crois que j'ai terminé ma présentation et je vous remercie de votre attention.